J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. Et merci pour ton invitation, ça me fait très très plaisir d'être là. Avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui de différentes opportunités et challenges pour vendre, comment est-ce qu'on va faire pour gérer plusieurs business en même temps, comment est-ce que toi tu fais pour facturer, pour vendre, les stratégies que tu mets en place. Mais avant que l'on parle du coup de tes deux différents business, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Du coup, je parle pas de ma business pour me présenter. Non. Alors ça, c'est un challenge. C'est justement d'ailleurs mon sujet de coaching en ce moment, c'est qui je suis si je ne suis pas entrepreneur. Écoute, pour te parler un petit peu de moi, moi j'ai 26 ans et je dirais souvent je me définis en disant je suis une grande amoureuse de la vie. Tu vois, j'aime bouger, j'aime danser, j'aime voyager, j'aime découvrir du monde et c'est comme ça que je m'enrichis en fait. J'adore voyager et aller découvrir d'autres cultures. J'adore manger aussi. Tu vois, quand je voyage, c'est ce que j'adore faire, c'est découvrir le plat local du pays et puis bien manger. Je suis alsacienne en même temps, donc en Alsace, on mange bien. Voilà pour te parler un petit peu plus de moi, effectivement. Et comment du coup tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? J'aime bien cette introduction parce que j'ai moi-même également cette question qui est là et que je ressens, hein, qui est qui je suis. Si on m'enlève mes business, qui est réellement Marine? Qui est cet individu qui est défini que par bah, c'est l'entrepreneur de la famille, elle travaille tout le temps, mais du coup à côté de ça, qui je suis? Donc c'est un très bon point déjà de commencer cet épisode par cet élément parce que je pense qu'on n'en parle que très peu et je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans cet élément-là. Comment est-ce que l'entrepreneuriat est venu à toi? Est-ce que c'était quelque chose qui a toujours été une évidence? Est-ce que tu considères que ça t'est un peu tombé dessus, que tu le veuilles ou non? Comment ça s'est passé? C'est un peu ça, je considère que ça m'est un peu tombé dessus. Et en même temps, quand j'y réfléchis, je me suis jamais vraiment vue salariée. Ça m'a jamais vraiment attirée. En fait, moi, j'ai toujours un petit peu vu les côtés un petit peu plus négatifs, même s'il y a de super côtés positifs et je respecte à fond ceux qui foncent là-dedans. J'ai mon compagnon qui est salarié. Enfin, voilà, c'est tout à fait OK. Mais moi, je me suis jamais vraiment vue là-dedans. Et en fait, je me suis lancée pendant mes études. Ok, Déjà. Et en fait, ça m'est vraiment tombé dessus parce que je vivais à l'époque au Japon pour mes études, puisque je parle japonais depuis mes 13 ans. incroyable. Euh, et en fait, j'ai été contactée via LinkedIn par une start-up française qui cherchait des personnes qui parlaient justement japonais pour faire de la traduction et l'interprétariat. Et là, il me dit, par contre, du coup, c'est un job, il faut être auto-entrepreneur pour le faire. Et donc, du coup, indépendant. Donc là, je me suis dit, bon, ok, bah, je vais me prêter au jeu, je vais me connecter sur le site de l'URSSAF, je vais apprendre comment ça fonctionne. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai été jetée dans le bain comme ça. Alors, au début, on va pas se mentir, c'était un petit peu du salariat déguisé. Mais en fait, je suis hyper reconnaissante pour cette expérience-là parce que ça m'a vraiment lancée dans le bain d'apprendre à ce que c'est que d'être indépendante, ce que c'est que voilà, toutes les formalités administratives, etc. Et en fait, pour te raconter un petit peu l'histoire, à l'époque, j'avais un blog où justement je racontais mon voyage au Japon. Mm. Et donc, j'avais appris par moi-même comment créer un site internet via WordPress, comment acheter un nom de domaine, tu vois, toutes ces choses-là. Et de fil en aiguille, j'ai plusieurs amis à la fac qui travaillaient avec des associations étudiantes qui sont venus vers moi en fait et m'ont demandé de créer des sites internet. Incroyable. Et donc j'ai commencé à créer une offre pour la création de sites internet. Voilà. Et j'ai commencé à faire ça. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, bah, l'activité s'est un petit peu plus développée. Alors je suis partie dans tous les sens. Mm. C'est que à partir de début 2020 que j'ai vraiment tout posé à plat, tout structuré pour vraiment créer une offre avec un positionnement, tu vois, une cible. Mais, euh, Mais voilà, moi j'aime bien comment j'ai démarré. Ça me fait sourire parce que ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast le savent, on ne fait pas la même chose du tout dans la vie, mais on a exactement le même parcours. Avec le blog, avec le nom de domaine, avec quelqu'un qui te contacte alors que tu t'attends même pas à ce qu'il te contacte et t'accepte et t'es un peu dans la merde parce que toi, t'as pas ton activité de lancer et tu te dis bah oui, ok, mais du coup à côté, il faut tout gérer. Donc je trouve ça fou en fait et j'aime bien le fait de se dire qu'on l'a pas réellement prévu, mais c'est comme si on n'avait jamais prévu autre chose en fait.
C'est ça. Et c'est fou de se dire qu'au final, on a commencé un peu n'importe comment, mais on a réussi à rediriger le bateau, je dirais. Aujourd'hui, du coup, maintenant, tu as plusieurs activités qui sont quand même très bien structurées. Euh, Comment est-ce que tu gères ces différents projets au quotidien? Est-ce que tu travailles beaucoup plus? Est-ce que tu as une organisation qui est très bien ficelée? Comment est-ce que tu divises tes heures de travail? Alors, moi, je pense que j'ai une grande force, c'est mon organisation et ma capacité à segmenter tout dans mon cerveau. Pendant longtemps, je pensais que c'était une névrose chez moi et que du coup, ça ne pas. Mais je me rends compte maintenant avec le recul que c'est une grande, grande force. Moi, je suis une grande adepte de la segmentation et donc j'ai vraiment des moments de ma semaine qui sont vraiment dédiés, tu vois, à des blocs de temps, des parties bien précises de mon business. Que ce soit bah, la partie management avec l'équipe, la partie marketing, la partie coaching avec les clients, plutôt que d'avoir tout en fait qui est éparpillé à droite à gauche, quoi. Et puis surtout, je délègue. Sinon, je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui sans mon équipe. Ça, franchement, je suis hyper reconnaissante envers elle parce que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va rentrer plus dans le détail après par la suite, mais du coup, aujourd'hui, tu es entouré de combien de personnes du coup, tu parlais des différents départements et c'est vrai que on vous dit tout le temps, même si vous êtes toute seule, il faut penser à des départements, comment est-ce qu'on va gérer le marketing, comment est-ce qu'on va gérer le commercial, etc. Quand bien même c'est vous qui êtes partout dans l'organigramme, il faut qu'il y ait ce type de département. Toi, aujourd'hui, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est cinq avec moi. Donc j'ai quatre personnes qui travaillent avec moi. À une époque, on était beaucoup plus, mais je pense que c'était une erreur parce que du coup, on était beaucoup trop et moi, je passais mon temps sur la partie management. Et c'est un bon point que tu amènes parce que même quand j'étais toute seule, je pratiquais déjà cette segmentation-là. Parce que bah, forcément, même quand on est seul, en fait, on porte 15 000 casquettes différentes et on peut pas porter toutes les casquettes en même temps, c'est pas possible. Ouais. Euh, c'est vrai que moi j'adore cette partie bloc de temps, ça me sauve la vie. Pareil, bah, je fonctionne de la même manière, donc comme quoi on a beaucoup de points communs. Euh, J'avais une question qui me piquait parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on cherche souvent l'étape d'après, on cherche souvent à facturer encore plus, à agrandir encore plus nos équipes, alors que toi tu m'expliques que tu l'as quand même pas mal réduite. Euh, Qu'est-ce qui te motive? Quelle est aujourd'hui, toi, ta définition du succès? Qu'est-ce qui va driver tes différents projets? J'adore la question parce que je suis justement en train de le redéfinir. Honnêtement, c'est pas encore 100% clair dans ma tête. À une époque, le succès pour moi, c'était vraiment lié au chiffre d'affaires. Et je visais, tu vois, la boîte à plusieurs millions, avec énormément d'impact, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un re-questionnement de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? De quoi est-ce que j'ai envie? En toute honnêteté, je suis pas certaine d'être 100% capable de répondre à ta question. Par contre, ce qui est super important pour moi, tu vois, c'est de garder cette liberté. Et pour moi, la liberté, c'est une question de choix. Parce que souvent, on pense que la liberté, c'est une question de faire ce qu'on veut quand on veut, mais quand on est entrepreneur, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, c'est pas possible. Et pour moi, c'est une question de choix. J'ai envie de pouvoir choisir mes clients, choisir aussi mon planning, choisir l'endroit où je vis, choisir ce que je fais en fait. L'argent permet d'avoir plus de choix, ça c'est indéniable, mais pour moi c'est ça qui est important au final, la liberté de choix. C'est la valeur qui prédomine le plus du coup dans tes business? Ouais. Ok. C'est intéressant de voir que, en fait, on se lance tous pour une notion de facturation. Enfin, du moins, on se drive tous par de la facturation. Mais il faut savoir que tout le monde ne rêve pas de faire les 100 000 € de chiffre d'affaires. Tout le monde ne rêve pas de faire le million. Et peut-être qu'un jour, ça a déjà été votre rêve. Et peut-être qu'au final, vous vous dites, est-ce que c'est réellement cette réalité que je veux, quand bien même je facture autant? Et je trouve que en fait, on est dans le même processus de réflexion. Du coup, c'est assez troublant pour moi parce que quand j'ai pensé à cette question, je me suis dit, ça m'intéresserait de savoir quand on a beaucoup de business, qu'est-ce qui va te driver un peu bah, comme toi, hein, j'ai un peu ces mêmes business que toi dans des branches différentes. Et à chaque fois, je me dis, mais au final, qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui va me faire réellement, tu vois, vivre le truc à fond? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais moi-même incapable de répondre à cette question. Donc, comme quoi, ne pas répondre est également une réponse. Et je suis convaincue que la réponse, tu vas la trouver. Euh, Ouais, je pense que c'est ok, c'est un cheminement aussi. Et en fait, moi, ce qui me drive, c'est aussi le fait, tu vois, le fait d'apprendre, le fait de croître. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'arrête d'apprendre, et ça m'est arrivé à certains moments, je m'ennuie.
Ouais. Mais, mais vraiment, je m'ennuie et du coup, je trouve plus de sens dans ce que je fais. J'aime apprendre et contribuer en fait avec mes clients, c'est clairement ce qui est le plus important. Après, si on fait 1 million, 10 millions voilà, ou moins, c'est totalement OK. Ouais. Il y a une valeur aussi, du coup, au-delà de la liberté, de la transmission, de l'humain qui est vraiment là, qui est central et qui, je le sens hein, dans ton discours, est très présent dans ce que tu vas développer. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi tu t'es lancé dans l'Evergreen. Pour les gens, du coup, qui ne le savent pas, l'Evergreen, c'est vraiment poser un système qui fait en sorte que votre business peut vendre de manière automatique. Alors, je mets des gros guillemets dans le terme automatique parce que ça demande beaucoup de travail. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à partir de quand est-ce que tu as considéré cette stratégie pour un de tes business et comment est-ce que tu l'as mis en place aujourd'hui? Je dirais à partir du moment où le tunnel il a été testé, il fonctionne. J'ai un peu plus de mal à croire à l'Evergreen pour quelque chose qu'on n'a jamais vraiment testé en live, une offre qui est toute nouvelle et qui n'a jamais été testée auprès de l'audience. Ok. Donc pour moi, c'est à partir du moment ouais, où ça a été testé plusieurs fois en live. Aujourd'hui, par exemple, on a un atelier où justement bah, l'objectif c'est d'apprendre à créer son profil LinkedIn et de l'optimiser de A à Z pour attirer plus de clients. Celui-là, il tourne effectivement en evergreen, mais il faut savoir que je l'ai fait une bonne dizaine de fois avant en live, Mhm. en direct. Ce qui m'a permis d'avoir bah, les retours directement des participants, leurs questions. Donc en fait, dans la masterclass aujourd'hui, j'anticipe leurs questions parce que je sais à quel moment ils vont me poser telle ou telle question. Et c'est ce qui fait qu'elle est optimisée et que ça tourne et que ça fonctionne, quoi. Mhm. Et du coup, tu pars de principe que tu peux avoir plusieurs tunnels, tu as plusieurs choses à vendre en même temps, ou tu as un focus qui est mis juste sur un ou deux ateliers et ça tourne toute l'année. Alors avant, j'étais plutôt partisane de on peut avoir plusieurs tunnels et plusieurs canaux d'entrée. Aujourd'hui, et je le dis à tous mes clients, il vaut mieux être focus sur un seul tunnel, une offre d'entrée en fait, et où celle-ci va mener à d'autres offres derrière, plutôt que d'aller s'éparpiller en fait dans 36 milliards de tunnels différents. Et en fait, il vaut mieux même avoir même un seul tunnel qu'on optimise constamment, qu'on mesure qu'on travaille et comme ça il est bien, il fonctionne, il convertit plutôt que d'aller s'éparpiller en fait et d'éparpiller son temps, son énergie dans plein de tunnels différents. Ouais, Donc, je je vois vraiment de préfère quoi. en avoir un d'entrée. Tu vois, par exemple, bah, j'ai deux entreprises, il y a un seul tunnel à chaque fois dans les deux qui est le tunnel d'entrée. Et après, ça peut mener vers autre chose. Ouais, tout est stratégique pensé pour bah, tu le disais très bien au début, hein, pour réduire les chances que les gens s'éparpillent tout autant que toi, en fait. Et après, toi, c'est beaucoup plus facile de les suivre. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'Evergreen, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de rapide à mettre en place. Voilà, il n'y a pas trop à se prendre la tête et tout. Avant que on parle justement des aspects peut-être un petit peu plus compliqués à gérer au quotidien, est-ce que tu es en mesure de nous expliquer aujourd'hui quelle est, selon toi, et en fonction de ce que tu as testé, la stratégie qui a le mieux fonctionné pour vendre de ton côté ces fameux ateliers qui, je le rappelle, du coup, sont enregistrés, les gens peuvent y assister, et dans ces ateliers, il y a du coup des offres particulières qui vont nous permettre de rejoindre le business, en sachant que ces offres sont trouvables nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment des offres exclusives où les gens vont accéder en visionnant un contenu spécifique. Toi, aujourd'hui, quelle est la stratégie qui a le mieux fonctionné de ton côté? Bah, c'est justement ça, c'est les masterclass. Moi, j'en fais depuis fin 2020. Je me souviens de ma première masterclass, ça a été une catastrophe monumentale. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend encore une fois. Mm. Euh, Moi, j'adore cette stratégie et pour autant, début 2020, je, je n'arrivais pas à me montrer en vidéo. C'était un calvaire pour moi de me montrer. Et je me suis vraiment fait violence lors de ma première masterclass. Je m'en souviens très très bien. Mais au final, avec le recul, c'est la stratégie que je préfère parce que moi, ça m'éclate. Ça Mm. me met dans une énergie énorme et enfin, j'adore ça. Et je trouve que je contribue encore beaucoup plus. Et en même temps, bah, c'est la stratégie qui fonctionne le mieux. Et j'ai testé plein d'autres choses. Et je sais que je vends mes offres principalement en masterclass, webinaire, atelier. Encore une Que fois, ce soit en l'humain. evergreen ou que ce soit en live d'ailleurs. Ouais, mais l'humain est encore présent du coup, parce que du coup, les gens se connectent réellement à toi. Comment est-ce que tu as fait pour dépasser cette fameuse timidité où tu te disais, oh, mon Dieu, quelle horreur, c'est pas possible, je vais pas me retrouver en vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là de j'ai pas envie de me montrer. On est en ce moment et je pense que ça va être très tendance cette année 2024 du faceless,
de pouvoir vendre sans se montrer, de pouvoir communiquer sans se montrer, de jamais être mise en avant dans le business. Alors moi, je l'ai fait au sein de la But First Academy, donc je sais que c'est possible, mais j'ai une vision très tranchée sur le faceless également, donc voilà, c'est pas le propos de cet épisode, mais comment est-ce que toi t'as fait? Est-ce que ça t'a vraiment demandé un effort surhumain et t'y es allé petit à petit et tu t'es entraîné ou en fait tu t'es juste pas laissé le choix? Alors moi, je suis le genre de personne, j'y vais jamais à moitié. C'est soit j'y vais à 3000%, soit j'y vais pas. Donc j'y vais à fond. Ma toute première vidéo sur les réseaux sociaux, je me souviens, c'était sur LinkedIn. J'ai passé une journée entière à la filmer. Et elle dure, elle est encore sur YouTube. C'est ma toute première vidéo sur, sur YouTube. C'est une catastrophe. Mais elle dure, je crois, 3 4 minutes. J'ai mis une journée entière à la filmer. C'était mais une horreur à filmer. Je me souviens très bien. Tu me vois en train de trembler, en train de la filmer et tout. Mais j'en suis hyper fière, honnêtement. Et ça prouve aussi qu'il faut pas attendre d'être parfait enfin, pour faire quelque chose. À un moment donné, il faut se lancer et, et on optimise après, en fait. La confiance en soi, elle vient dans l'action, elle vient pas avant l'action. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste... j'en avais pas conscience à l'époque, mais aujourd'hui, j'en ai plus conscience. Mais je me suis davantage concentrée sur qu'est-ce que j'ai à apporter aux gens plutôt que de me concentrer, tu vois, sur moi, sur mon reflet sur la vidéo et sur ce que moi je percevais de moi en fait. Mhm, complètement. Je vois ce que tu veux dire parce qu'encore une fois, en fait, tu as pensé à l'humain avant de te dire comment est-ce que moi je vais me percevoir, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Au plus vous allez faire, au plus vous allez vous améliorer. Personne ne naît bon en contenu. Votre premier contenu sera nul. Votre 50e contenu sera bof. Le millième contenu sera déjà incroyable. Et le 10 000e, il sera trop cool. Et Pauline, qui est une personne qui hésitait à se lancer, quand même, enfin, t'es quand même sur YouTube aussi. Il y a aussi des steps, tu vois, qui se franchissent. Euh, Est-ce que tu ressens que toutes ces actions-là t'ont permis aujourd'hui d'avoir un business evergreen qui tourne? Je te pose cette question, alors, parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyances autour de ce business model. On voit beaucoup de magie sur les réseaux, de fais ci et tu verras, tu gagneras tant, fais ça, tu verras, ça te prendra 1 heure dans la journée. Euh, on réduit au maximum l'effort de ce type de business. Et en gros, c'est tu mets en place, tu laisses tourner et tu gagnes de l'argent pendant que tu es à la plage ou tu dors. Alors qu'on sait toutes les deux que c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Comment est-ce que toi tu le vis au quotidien? Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour justement faire tourner ce business qui, encore une fois, je le rappelle, ne peut pas tourner tout seul? Je suis d'accord avec toi et avec le fait aussi qu'il y a pas de baguette magique. Mm. C'est à un moment donné, alors oui, tu vois, j'ai un tunnel aujourd'hui un tunnel en particulier en tout cas, qui est en evergreen et qui tourne et qui fonctionne très bien. Mais c'est un atelier que j'ai fait pour la première fois en direct en mi-2022 en fait. Mm. Et mi-2024, ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans que je bosse sur ce tunnel-là, en fait. Donc, je pense qu'on peut tout à fait créer un bon tunnel de vente qui convertit en bien 2 3 mois, ok. Mais ensuite, c'est toujours une question bah, tu regardes tes chiffres, tu optimises et en fait, t'es toujours en train d'optimiser constamment. Et puis en même temps, bah, ton marché, il évolue. Donc, il faut que tu restes à la page de ton marché. C'est ouais, c'est de l'optimisation qui est continuelle, en fait. Pour Moi, que tu les... vois, on a un fichier de KPI avec l'équipe. Et toutes les semaines, je leur demande de remplir ce fichier-là. Et toutes les semaines, moi, je regarde par rapport aux objectifs, OK, où on en est. Et du coup, semaine prochaine, quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour se rapprocher des objectifs ou au contraire, on est bon, c'est bon, on laisse tourner. Tout n'est pas fait comme ça au niveau freestyle. Il y a vraiment des éléments que tu analyses pour que les gens se rendent compte un petit peu de comment se constitue ton tunnel de vente sans nous dire la stratégie, mais quelles sont les étapes de ton tunnel pour que les gens voient qu'au final, c'est pas que créer un atelier avec une vidéo et se dire bah, je vais le vendre. Comment est-ce que toi tu penses la stratégie derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux tunnel? Ben déjà, première chose, souvent on a tendance à voir uniquement la stratégie du tunnel de vente. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir qui me disent, Pauline, je veux communiquer sur les réseaux ou je veux créer un tunnel de vente, je veux lancer une masterclass parce qu'on leur a dit que c'était la stratégie qu'il fallait mettre en place. Mais je leur dis, mais à un moment donné, en fait, t'as pas de base, t'as pas d'offre, ta cible elle est trop large, ton positionnement il y en a pas. Donc déjà les bases sont pas là en fait.
Et je pense que c'est la grande erreur de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils voient le haut de l'iceberg, ils voient la stratégie à mettre en place, qui certes peut fonctionner, mais si à la base, ta cible, elle n'est pas précise, tu la connais pas assez bien, ton offre, ben, elle est bancale, ou elle ressemble à toutes les offres, ou t'en as pas en fait, tout simplement, ben, ça va pas marcher. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ça, c'est indéniable et c'est le premier travail que je fais avec tous nos clients. Et ensuite, effectivement, là, on peut penser à la stratégie d'acquisition. Là, on peut penser à la stratégie de vente. Ouais, il y a vraiment toute une base qu'il faut poser. Tu vas pas juste déjà poser le toit en sachant que tu n'as pas les fondations de la maison. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas les murs, ça ne peut pas tenir. Donc, je comprends ce point et vous rendre compte aussi qu'on ne peut pas espérer vendre s'il y a des éléments derrière qui n'ont pas été travaillés. Beaucoup de fois, moi, je suis pour la niche et j'arrête pas de vous dire si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut être très frustrant. Et on peut se dire, mon Dieu, je vais perdre des opportunités, je vais perdre des gens. Alors que pas du tout, en fait. Vous allez juste vous ouvrir énormément de portes parce que bah, vous aurez fait ce que les gens n'ont pas fait. Et toi, Pauline, tu as vraiment très bien scindé tes deux projets puisque dans l'Evergreen, tu touches une cible particulière. Et sur ton autre pan business, tu vas toucher une autre cible, une autre audience, avec une nouvelle offre. Euh, et sur cet autre pan, tu parles beaucoup, beaucoup de LinkedIn. Comment est-ce que tu t'es lancé sur ce fameux projet? Est-ce que LinkedIn, ça a un peu toujours été une évidence ou ça, t'as toujours eu LinkedIn en fait? Ou petit à petit, t'as appris à l'apprivoiser, je dirais. J'ai appris à l'apprivoiser. Et c'est pas forcément facile d'apprivoiser LinkedIn, surtout qu'à l'époque, ça ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. En fait, encore une fois, LinkedIn, c'est un peu apparu comme une évidence. En fait, ça m'est tombé dessus à un moment donné. Moi, je l'utilisais déjà pour tout ce qui était recherche de job étudiant, recherche de stage, puisque j'étais étudiante à l'époque. Et donc en 2000, fin 2019, début 2020, j'ai rejoint un accompagnement pour justement structurer mon business, clarifier mon offre, ma cible, mon positionnement, d'où l'importance de vraiment clarifier les bases. Et à ce moment-là, est venu le moment du coup d'aller prospecter, d'aller commencer à chercher le premier client pour cette offre-là. Et je voyais tout le monde qui se lançait sur Facebook, sur les groupes Facebook à l'époque, sur Instagram, etc. Et je me suis dit, j'ai pas du tout envie de me lancer sur des groupes Facebook. J'avais pas envie d'utiliser mon compte Instagram perso non plus, puisque j'avais pas envie à l'époque que mon entourage sache ce que je faisais. Et je me suis dit, bah tu sais quoi? J'ai LinkedIn, j'ai un compte LinkedIn, je vais travailler dessus. Il n'y a personne dessus. Donc en fait, j'ai mon océan bleu en fait. Là, il y a personne dessus. Et j'ai ma cible qui est présente sur LinkedIn, puisque je m'adressais déjà à des entrepreneurs. Et en plus, on était en plein Covid. Donc les gens avaient besoin de digitaliser leur activité. Donc il y avait personne sur LinkedIn. Et en même temps, bah, les gens étaient là et étaient dispo pour répondre. Donc je pense que j'ai vraiment créé au final ma différence à l'époque, euh, Mhm. qui aujourd'hui est moins une différence parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur LinkedIn, mais à l'époque il y avait personne sur LinkedIn en fait, vraiment pas. Et ouais, ça a fonctionné. C'est fou parce que mine de rien, ça remonte pas à tant de temps que ça, hein. On se dit souvent, LinkedIn, ça existe là depuis, enfin, ça existe depuis des années, mais c'est Ça vrai que existe sur Facebook même. ouais, Ouais. c'est hyper ancien et que pendant le Covid, donc il n'y a pas tant d'années que ça, tu te dis que ça reste quand même un océan bleu parce que les gens ne l'apprivoisent pas. C'est c'est assez, je trouve, représentatif de ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on aime autant détester LinkedIn? C'est une bonne question, honnêtement. Je sais pas. Moi, j'adore LinkedIn, honnêtement. Alors, on a nos hauts et on a nos bas. Mais je pense que le reflet qu'on a de LinkedIn dépend aussi beaucoup des personnes qu'on suit. Mm. Si tu suis plein de personnes, par exemple, bah, dont le contenu t'embête, enfin qui postent que des vidéos de chats ou de dauphins ou des contenus en fait qui n'ont rien à faire sur LinkedIn selon toi, bah, forcément tu vas avoir une vision qui est biaisée aussi de LinkedIn. Donc je pense que le premier truc déjà c'est de suivre les bonnes personnes par rapport à tes centres d'intérêt, par rapport à ce que tu cherches sur ce réseau. Euh, et je pense que ça peut être un super réseau en fait quand tu le vois de la bonne manière. Bah, du coup, je vais te poser deux préjugés parce que les gens ont des préjugés et j'ai moi-même des préjugés, je n'ai pas honte de le dire. Les gens qui ont l'habitude d'écouter le podcast le savent. Moi, je fuis LinkedIn. Je le fuis parce que j'ai pas réussi à l'apprivoiser comme toi, tu l'as apprivoisé. Et c'est vrai que
le premier préjugé que les gens ont, c'est que l'on n'y retrouve que des hommes en costard-cravate qui vont nous donner des leçons de morale. Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais encore une fois, tu vois, ça dépend de ton réseau aujourd'hui. Si ton réseau il est fait que de personnes comme ça, bah, c'est ce que tu vas voir, encore Mhm. une fois. Tu sais, c'est comme tout, en fait, dans la vie de façon générale. Le monde qu'on voit est le reflet de nos propres croyances. Mhm. Et bah, sur LinkedIn, c'est pareil. Tu vas voir LinkedIn d'une manière en fonction des personnes qui sont dans ton réseau et que tu suis. Moi, j'aime bien toujours donner l'anecdote. Je crois que c'était en 2021, si je me souviens bien. J'ai publié une vidéo de moi sur LinkedIn, sachant qu'à l'époque, je remets dans le contexte, hein, je venais à peine de vraiment me mettre moi avec ma tronche sur LinkedIn en vidéo. Et en fait, un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi? J'ai publié une vidéo de moi en train de danser. Et je suis sûre que je suis capable de la retrouver sur LinkedIn, elle date de 2021. Et tu me vois en train de danser sur LinkedIn, en fait, et de faire bah, ma danse de la joie. Et les gens ont adoré. Alors, j'ai des gens qui ont détesté aussi, qui sont venus m'incendier en commentaire, mais je m'en fiche royalement. Et ça a bien plu. Et je pense que ça montre aussi que tu peux être toi-même, en fait. Si t'as envie de danser, danse. Si t'as envie d'être très sérieux parce que c'est ce que tu veux véhiculer, mais fais-le. Mais on peut chacun être ce qu'on veut, en fait. Mhm. Et Et face qui à on- cette méchanceté que tu as reçue, face à ces commentaires que tu as reçus, et quelle a été la réaction que tu as eue? Est-ce que tu t'es remise en question directement? Parce que c'est souvent un peu ce qui se passe quand on reçoit des commentaires négatifs, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que probablement vous n'avez rien fait de mal. Tu as l'équipe de je bloque, je supprime et je fais comme si j'avais pas vu. Tu as ceux qui vont laisser, qui vont pas répondre, ceux qui vont répondre. Comment est-ce que toi tu l'as géré? Parce que c'est vrai que on se dit souvent que LinkedIn, c'est un peu le réseau social où les gens aiment donner des leçons de morale. Donc, du coup, les gens peuvent être assez méchants parce qu'ils veulent absolument t'inculquer leur vérité à eux. Ils vont tout critiquer. Comment est-ce que toi, tu gères cette fameuse critique? Alors déjà, je trouve que sur LinkedIn, il y a moins de critiques que sur d'autres réseaux. Ok. Mais après, c'est mon point de vue. Ouais. C'est pas forcément la réalité, mais c'est mon point de vue. Je trouve que par exemple, tu vois, j'ai beaucoup plus de critiques sous mes publicités Facebook. Ah ouais? C'est... Ah ouais, c'est impressionnant. Là, en général, je supprime, je bloque, j'ai pas le temps pour ça. Mais sur LinkedIn, je pense que les premières critiques, je les ai très mal gérées, en fait, parce que je les ai vachement pris pour moi. Et puis, je pense que à l'époque, alors c'est encore le cas aujourd'hui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, mais j'étais beaucoup plus dans le j'ai envie que les gens m'aiment, j'ai Mhm. envie que les gens m'apprécient, et donc quand les gens ne le faisaient pas, tu vois, moi ça m'atteignait vraiment personnellement. Mais après, c'est un travail que j'ai fait aussi, que j'ai fait sur moi, et puis petit à petit, j'ai appris et j'ai compris qu'au final, les critiques, c'est juste le reflet de eux, de leurs propres croyances et de leur propre vision de la vie, en fait. Mais c'est pas la mienne. Complètement. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est... Alors, c'est plutôt rare parce que du coup, j'ai pas un contenu qui s'y prête. Et c'est vrai qu'avec la But First Academy, on sait jamais trop qui se cache derrière la But First Academy. Donc, c'est aussi un petit peu un bouclier, hein, il faut l'avouer. C'est vrai que je me dis tout le temps, en fait, les paroles des gens, c'est le reflet d'eux-mêmes. Et ça en dit plus sur eux que sur moi. Et en fait, ça me permet de me détacher parce que comme toi, je suis vraiment passée par cette phase de je veux que les gens m'acceptent, je veux que les gens m'aiment, il faut que les gens me valident, il faut que les gens me disent que ce que je fais, c'est bien. Et je pense que quand on est dans une phase business, que l'on vient de se lancer ou non, on l'attend en fait, cette validation des gens. Et je trouve Ouais, que c'est l'un des sentiments les plus difficiles à vivre quand on est entrepreneur, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a personne, jamais, qui va nous dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça, c'est bien ce que tu fais. En fait, tu es un peu tout le temps livré à toi-même. Et le fait d'être livré à toi-même, surtout en devant gérer la critique, c'est très compliqué. Et justement, tu es tellement livré à toi-même que tu dois être hyper autodidacte. Et généralement, alors là, on va vraiment faire un focus LinkedIn. Quand on se lance, on essaye de regarder un peu des vidéos YouTube, des articles de blog, comment on fait pas, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon contenu, pour trouver des clients sur LinkedIn. Quelles sont, toi, les pires erreurs que tu as pu constater dans le suivi que tu as eu ou même de ta propre expérience? Qu'est-ce que tu ne dirais surtout pas aux gens de faire? sur LinkedIn, Ouais. déjà, moi, une erreur que je vois très très souvent encore, c'est utiliser les posts LinkedIn comme des posts juste autopromotionnels. Ok. Et juste, tu vois, partager son offre, dire bah, bonjour, voilà mon offre, voilà ce que je fais, réserver un appel en commentaire, youpi, sauf que ça convertit pas. Donc, ouais, ça c'est la première chose, ne pas avoir
de ligne éditoriale claire en fait. Et avant d'aller vendre son offre, c'est offrir du contenu en fait de valeur ajoutée à son audience. Quand on prend la parole sur LinkedIn, qu'on le veuille ou non, on crée du contenu. Mm. Et donc, créer du contenu, c'est apporter de la valeur aux gens et éduquer les gens, les divertir. Et je pense qu'il faut jouer le jeu. On n'est pas juste là pour parler de son offre, en fait. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout sur LinkedIn, quelque chose qui est très sous-coté ou souvent bâclé, c'est le profil. Mhm. On a tendance à directement passer à la partie comment je vais aller prospecter, comment je vais envoyer des messages privés, comment je vais publier sur LinkedIn. Mais en fait, si à la base, ton profil, ça ressemble à un CV en ligne, c'est pas très beau, ça ressemble pas à ton image, en fait, à toi, bah, les gens vont passer leur chemin parce que ce qu'ils font, la première chose qu'on fait sur LinkedIn quand on ne se connaît pas, je vais aller regarder ton profil, ce que tu fais, qui tu es. Et si ça donne pas envie, bah, je vais passer mon chemin, je vais pas avoir envie de lancer une discussion en fait. Donc profil, c'est la base et c'est ce que je dis vraiment à chaque fois et que je répète depuis 4 5 ans maintenant. Mais ouais, c'est la base. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, comme moi, probablement, ont lâché la plateforme parce que ou elles s'y sont mal pris, ou elles l'ont pas apprivoisé, ou voilà, ce qu'elles ont vu leur a pas forcément plu, mais qui veulent du coup se lancer après avoir écouté cet épisode et de se dire bah, je vais lui laisser encore une nouvelle chance. Quelle serait la première étape que tu recommanderais aux gens? Est-ce que c'est se pencher sur son contenu, c'est se pencher sur son profil, c'est se pencher sur les relations que tu vas créer avec les gens? Quelle est vraiment pour toi la base, le fondamental de tout quand on se lance sur LinkedIn? Alors je dirais un déjà, c'est de définir son objectif. Parce que tout le monde n'a pas le même objectif. Parfois c'est bah ok, j'ai déjà Instagram, tu vois, pour trouver des clients. Donc LinkedIn, je vais l'utiliser peut-être pour un levier juste de notoriété, de visibilité, pour aller par exemple être interviewé par des journalistes sur des podcasts ou autres. Mais pas forcément pour un levier purement business, chiffre d'affaires, tu vois. Complètement. Et il y en a d'autres, au contraire, c'est ma cible est sur LinkedIn, je veux vraiment l'utiliser pour trouver des clients. Ok, mais je pense que c'est le premier truc déjà à les clarifier parce que la stratégie éditoriale ensuite, elle n'est pas la même. Complètement. Et ensuite, deuxième chose, effectivement, c'est remettre à plat le profil. Vraiment l'optimiser de A à Z. L'objectif, c'est qu'on comprenne ce que tu fais, qui tu es, à qui tu t'adresses et ce que tu as à apporter en fait aux gens directement sur ce profil. Et qui est, tu vois, ton image de marque, ton énergie, qui tu es dessus. Ouais. De toute façon, je vais vous mettre le lien de l'atelier que l'on a évoqué durant notre échange. Comme ça, vous pourrez aller voir et consulter vous rendre compte surtout si vous êtes sur le bon chemin ou non. Et vous retrouvez bien entendu tous les liens vers Pauline et vers ses différents business et projets juste en dessous de cet épisode de podcast. Un énorme merci à toi d'avoir partagé tous ces éléments avec nous. Et moi, je te dis à très bientôt. Ah, super. Merci beaucoup pour ton temps et puis merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. Merci.